très bien. Sur le renseignement qu'on a pu exploiter, j'imagine, à partir des documents et aussi des ordinateurs trouvés dans ce fameux garage, j'imagine qu'ils ont été aussitôt exploités et traités, Yves Trottignon. On peut que l'espérer, en tout cas. Le plus difficile, le coup le plus dur porté à QMI, c'est pas la perte des combattants. Les combattants, ça se recrute. Et puis finalement, d'avoir mené un combat de façon très honorable, ça peut permettre de recruter de nouveaux volontaires. Le coup le plus dur, c'est toujours, et c'est une règle intangible dans le renseignement et dans le domaine militaire, c'est la perte des archives, des ordinateurs, des moyens de communication, qui, avec les moyens modernes de traçage, permettent de remonter des communications sur 6 mois. Donc d'avoir en quelques jours de travail tout un réseau de complicité régionale, voire mondiale, jusqu'au Pakistan ou même plus loin, qui s'étend. Donc il y a un coup très dur qui est porté à QMI et au MUJAO, qui sont des organisations alliées mais distinctes, sans parler d'Ansar al-Din bien sûr, mais ce qui vient juste après, c'est le silence radio total. C'est-à-dire que AQMI, qui maintenant fuit le combat, et qui a quitté en partie le territoire malien, va observer les mesures de sécurité extrêmement draconiennes. Ce qui rend le travail de traque, de fuite, de contre-fuite, d'identification des réseaux de soutien ailleurs, beaucoup plus compliqué. C'est là qu'il y a une course de vitesse secrète, finalement, qui s'engage. Exploiter le renseignement qui était découvert dans la drare des Iphoras, coopérer avec les pays voisins, y compris des pays avec lesquels on a des relations plus ou moins compliquées, que ce soit la Libye ou l'Algérie ou la Tunisie, pour différentes raisons politiques évidentes, et parvenir à identifier les nouveaux points d'appui d'AQMI avant qu'ils ne deviennent de nouveaux donjons. C'est ça l'enjeu. Alors justement, pour revenir à la prise de ce fameux donjon, on a une question finalement toute simple. On se dit, voilà des djihadistes qui pendant 3 semaines ne cessent de fuir devant l'avancée française, très rapide, à partir du sud, évitant le combat à chaque reprise, pour finalement aller se mettre dans une nasse dans laquelle ils sont en partie décimés, même si on sait que peut-être une centaine ou quelques dizaines ont réussi à s'en extirper. Pourquoi aller au combat? Alors peut-être il y a cette volonté, vous en parliez Yves Trottignon, de montrer la valeur de ce qu'on appelle les moudjahidines, mais est-ce qu'ils ont été surpris aussi de cette volonté française d'aller jusqu'au bout? Oui, je le crois. Et l'ennemi peut faire des erreurs tactiques aussi, des erreurs d'appréciation. L'offensive du 10 janvier vers le sud, c'est aussi une erreur dans la mesure où ils n'ont certainement pas anticipé la réaction française, très rapide, très clairement. Là, effectivement, je pense qu'ils n'ont pas cru qu'on irait les chercher aussi profondément. On irait les chercher à la baïonnette, quoi. C'est très clairement. Yves Trottignon? Oui, et puis il y a aussi du combat de retardement. C'est-à-dire une partie des effectifs d'AQMI tient la position, et effectivement, par erreur d'appréciation, pense que soit le choc qui vient ne sera pas si terrible, soit même il n'y aura pas de choc, parce qu'on pense que les Français n'iront pas avec les Tchadiens chercher les djihadistes dans leur réduit. Et il y a aussi une volonté manifeste d'en découdre. On a affaire à des gens qui sont... Alors, le terme fanatisé est peut-être un petit peu dur, mais ils sont en tout cas totalement convaincus du bien fondé de leur combat. Donc, de toute façon, la position, ils la tiendront. Et puis, il y a une volonté d'exfiltrer une partie des cadres supérieurs des QMI qui poursuivront le combat ailleurs, avec la question à la fois des otages, des cadres les plus importants, ceux qui ont des connexions internationales, qui pourront, une fois réfugiés en Libye, pour des raisons personnelles, reconnecter avec des réseaux djihadistes du nord de la Libye ou de la Tunisie. Alors, on va revenir justement sur cette question des cadres au travers la mort d'Abou Zaïd et des otages, puisque la bataille de la Mététaille et celle des Iphoras a vu aussi un autre tournant, la mort d'un des leaders d'AQMI, d'El-Abid Abou Zaïd, annoncé dans un premier temps par une télévision algérienne, puis plus tard par le Tchad, avant d'être finalement confirmé par l'Élysée plusieurs semaines plus tard. Un tournant sur lequel revient notre chroniqueur Jean-Pierre Filiu, spécialiste de l'islam contemporain, professeur à Sciences Po Paris et auteur entre autres des 9 vies d'Al-Qaïda. On l'écoute. C'est un développement majeur que la mort
d'Abdelhamid Abou Zeid qui a été confirmée après des tests ADN qui ont pris un certain temps, car il y avait confusion sur l'identité exacte d'Abou Zeid, qui n'était qu'un pseudonyme, et les Américains avaient diffusé de manière tout à fait troublante un nom originel qui n'était pas le bon. Donc il a fallu des tests ADN sur la base d'une identité qui elle-même devait être confirmée, d'où ce mois de délai, vu qu'il est maintenant acté qu'Abou Zeid a été tué le 22 février 2013 dans une opération lourde menée par les forces françaises au nord du Mali, au cours de laquelle une quarantaine d'autres djihadistes ont été tués. Au moment de sa mort, Abou Zeid était le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique pour le Sahara. On ne voit pas qui pourrait prendre sa place et on voit surtout comment des groupes aujourd'hui sont atomisés et comment ils risquent de recourir à un terrorisme, si j'ose dire, plus classique, mais comment leur puissance militaire qu'ils avaient acquise au fil des années a réellement été brisée par l'offensive française. Alors comment expliquer l'incertitude autour de la mort d'Abou Zeid, sans parler bien sûr de celle de Mokhtar Belmokhtar, autre chef d'AQMI, annoncé par le Tchad et démenti plus tard par l'organisation terroriste. On est là plus dans des difficultés, j'allais dire, d'ordre technique, d'authentification matérielle, ou alors plus dans la politique avec en toile de fond le dossier des otages, Yves Trottignon? Non, je ne suis pas certain que les otages jouent un grand rôle dans l'affaire d'identification. Il y a eu effectivement un doute terrible sur la présence dans cette espèce de charnier où étaient Abou Zeid et ses hommes, la présence d'otages. Ce qui n'a pas été confirmé, ce qui a rassuré tout le monde. Il y a un doute, bien sûr, technique. Il y a aussi une question politique, à la fois de savoir qui, finalement, a porté le coup fatal à Abou Zeid, puisque ça peut servir les intérêts des uns et des autres. Et puis, il y a aussi une façon d'observer un peu la réaction des djihadistes. Est-ce qu'ils vont l'annoncer? Est-ce qu'ils vont la démentir? Et en termes de renseignements techniques ou renseignements humains, la perte d'un leader se voit dans l'étude qu'on a des réseaux. Donc on attend un peu de voir comment les groupes se réorganisent. Est-ce que la mort d'Abou Zeid a des conséquences dans l'organisation? On va le voir assez vite finalement. Donc il y a le brouillard de la guerre. Est-ce qu'il y a quelque part à Paris, dans un état-major, un organigramme d'AQMI un peu avec des croix tracées en disant lui on l'a eu, qui le remplace? Est-ce qu'on est sur autre chose? N'oublions pas qu'AQMI, c'est à la fois un mouvement terroriste et un mouvement de guérilla, avec une capacité à nommer des adjoints à la place des chefs morts, une capacité à réorganiser des unités, et une capacité à passer de l'action armée à l'action, ce que disait M. Filiu, l'action terroriste irrégulière en fait. Donc la mort d'Abou Zeid, ça a été effectivement aussi révélateur de l'extrême prudence française face aux annonces victorieuses. Finalement, c'est le président qui parle, qui dit à un moment donné les opérations sont un succès. On peut considérer qu'on passe à une étape suivante de stabilisation politique et de maintien d'un détachement. Et avant, on est très prudent. Et de ce point de vue-là, la communication tchadienne a été très brutale. Il a pris tout le monde de coup. Ça a été, je pense, un drame ministériel entre Français et Tchadiens au mois de mars. Michel Goya, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais effectivement, sur ce dernier point, on s'est effectivement mis dans une position délicate avec les Tchadiens qui ne comprenaient pas qu'on n'appuie pas finalement leur déclaration de victoire et qui estimaient eux-mêmes avoir subi quand même un certain nombre de pertes, les pertes les plus importantes dans ces combats, des pertes assez lourdes de tous les contingents alliés qui font partie de cette opération, et qui ont été un peu chagrinés de voir qu'on ne venait pas un peu au secours de leur victoire politiquement. Bon, ça reste un détail. L'essentiel étant qu'on ait quand même tué Abou Zeid. Alors, sur l'extrême prudence française dont vous parliez, Yves Trottignon, on la retrouve aussi évidemment sur l'annonce qui a été faite par AQMI autour de Philippe Verdon, enlevé au Nord Mali. L'organisation terroriste a donc annoncé son exécution. Il semble qu'en fait que Philippe Verdon soit décédé des suites de son état de santé très fragile. D'après ce
qu'a déclaré en tout cas son père suite à un entretien tout récent avec le président français. 5 autres otages sont toujours captifs. La traque des forces spéciales, évidemment, pour les libérer, continue. Est-ce que, une fois encore, Serval a bouleversé la donne dans ce dossier, puisque une fois qu'on tape les réseaux terroristes très durement, évidemment, les canaux à la fois de négociation, de contact, sont rompus. Yves Trottignon. La doctrine avait changé un petit peu avant. Elle a changé en 2 temps. D'abord, elle a changé sous le président Sarkozy, qui, on s'en souvient, en 2010 avait lancé l'opération depuis Néma pour libérer Michel Germano. Et puis, en janvier 2011, après l'enlèvement de 2 Français à Niamey, il y a eu un raid des forces spéciales pour tenter d'intercepter les terroristes et leurs otages. Donc, la volonté de ne plus rentrer dans un cycle interminable de négociations, de chantage, elle était en pratique déjà appliquée. À partir de l'automne dernier, quand il a été manifeste qu'il y aurait une opération militaire internationale ou française au Mali, il a été clair pour tout le monde que le changement de doctrine français était devenu quasiment officiel. Il a été officialisé par le président au début de l'année 2013, et ça n'a surpris personne. Et les discours présidentiels étaient finalement très intéressants parce qu'ils inversaient la pression de j'ai les otages et je vous fais chanter pour vous empêcher d'agir. On est passé à vous avez nos otages et si vous ne nous les rendez pas, la punition sera exemplaire. Donc on s'est rapproché de la doctrine anglo-saxonne du pas de négociation et soyez raisonnables parce que ça va mal se finir pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, les otages sont devenus non pas un moyen de pression des terroristes, mais leur ultime protection. Ce qui est une façon de garantir, dans des conditions extrêmes qu'on imagine, leur survie, étant donné que, effectivement, des otages d'un certain âge, dans des conditions d'hygiène extrêmement précaires, ne peuvent être très exposés, bien sûr. Donc l'opération Serval, elle n'a pas déclenché ce changement de doctrine, elle l'a finalement officialisée et elle a été finalement permise par le changement de doctrine. Il était impensable de dire à la fois aux terroristes nous voulons discuter avec vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, et en même temps on va tous vous tuer. C'est une position qui était de la pure schizophrénie en fait. J'imagine que ce changement de doctrine du coup libère aussi l'action des contingents militaires sur le terrain qui concrètement s'engagent sans justement ce trouble autour de leur action quant à d'éventuelles conséquences sur les otages français. Oui, d'une certaine façon. Mais enfin, bon, ce paramètre est toujours là. Hein. C'est-à-dire qu'on fait quand même attention dans ce qu'on fait à ne pas à éviter les dommages collatéraux, à éviter aussi de tuer nos otages dans nos propres opérations. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'effectivement, ces otages n'ont pas été utilisés comme boucliers. Ils n'ont pas fait l'objet de représailles. Ils ont été conservés comme finalement un capital risque. Effectivement, comme disait Yves, c'est finalement leur protection a été peut-être encore renforcée par l'opération Serval dans l'immédiat. Il est probable d'ailleurs pour l'instant, qu'il ne soit plus au Mali. C'est probable qu'il était même depuis très longtemps qu'ils ont été évacués ailleurs, quoi.